Cette semaine, Benoît Lapierre a décidé de nous parler du retour de la Russie en Afrique. Il est avec nous aujourd'hui. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. À Sotchi, sur les bords de la mer Noire, se tenait cette semaine le premier sommet Russie-Afrique. Tous les pays africains ont répondu favorablement à l'invitation et une quarantaine de chefs d'État ont fait le voyage personnellement pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour un rendez-vous qui se veut une réplique des sommets organisés par la France ou la Chine avec les pays africains. Benoît, parmi les gros noms, qui peut-on retenir? Oui, Marie-Ève, comme tu as dit, les 53 pays africains étaient tous présents et là-dessus, il y a quand même une quarantaine de chefs d'État qui ont fait le voyage personnellement pour rencontrer Vladimir Poutine. Là-dessus, on peut parler du Nigeria et de l'Afrique du Sud qui sont vraiment les deux gros poids lourds de l'économie africaine qui étaient présents avec leurs présidents respectifs. On peut aussi parler du président égyptien et du président de l'Algérie qui ont des liens avec la Russie de longue date du point de vue militaire. Ensuite, il y a aussi d'autres pays un petit peu moins connus, comme l'Angola, qui a une relation d'amitié avec la Russie qui date du temps de l'URSS, que lui aussi, son président était présent. Mais il y a aussi des pays qui ont vraiment peu de relations avec la Russie, qui ont été présents. On peut nommer comme la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de passé commun entre les deux pays, qui étaient quand même présents là-bas. Et selon les dires du président russe, l'événement devait symboliser le grand retour de la Russie sur le continent africain. Oui, effectivement. Vladimir Poutine s'est peu intéressé à l'Afrique lors de ses mandats. En 20 ans, Vladimir Poutine a juste été 3 fois en Afrique subsaharienne. Malgré ça, Vladimir Poutine a dit que l'Afrique a toujours été importante dans ses relations internationales. Lors de ce sommet-là, il voulait se donner la chance d'ouvrir des nouveaux marchés et trouver des relais diplomatiques et stratégiques à offrir à ces pays-là. Et justement, pour ouvrir ces débouchés, la Russie a quand même une coupe de cartes à jouer comparativement à l'Europe et à l'Asie. Justement, quels sont les arguments mis de l'avant par la Russie pour se démarquer des autres grandes puissances dans la région? Comparativement à l'Europe, la Russie n'a pas de passé colonial dans la région et ça joue beaucoup. Même, on pourrait dire que durant le temps de l'URSS avait encouragé l'indépendance des pays africains dans les années 60-70, donc ils ont quand même un passé favorable avec l'URSS comparativement que nous, qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'expérience avec ce pays-là. Ensuite, du côté de la Chine est très présente économiquement dans la région, mais justement, c'est juste économiquement, il arrive souvent avec des projets clés en main, achetés à crédit, et ça creuse la dette des pays en voie de développement, et il n'y a pas vraiment de retombées économiques pour la population suite au projet. Tandis que du côté de la Russie, elle met de l'avant que le pays a effacé pour 20 milliards de dollars américains de dettes des anciens pays africains. Ça, c'est des dettes qui ont été contractées durant le temps de l'URSS et c'est la Russie qui a hérité de ces créances-là. Et depuis le temps que Vladimir Poutine est là, il a effacé pour 20 milliards de dettes là-dedans. Donc ensuite, la Russie elle met de l'avant des coopérations économiques, mais aussi de la formation des élites, les élites africaines qui vont se faire former en Russie pour justement avoir une meilleure gouvernance. Et ensuite, on pourrait parler des pactes stratégiques sécuritaires. On sait que en Russie, il y a certains pays que les dirigeants africains ont un petit peu peur pour leur sécurité respective. Donc, un partenariat avec la Russie, ça peut aider à se maintenir au pouvoir. On pourrait donner l'exemple de Bachar al-Assad, avec son partenariat avec la Russie, a réussi à se maintenir au pouvoir jusqu'à maintenant. Et côté économique, quels sont les gains que Moscou souhaite obtenir avec ce genre de sommet? La première chose, c'est qu'ils veulent diversifier leur marché. Avec les sanctions économiques mises par l'Occident depuis 2014, la Russie cherche vraiment à se trouver des nouvelles débouchés pour ses entreprises, pour ses exportations. Pour l'instant, la Russie exporte pour environ 20 milliards de dollars par année de marchandises et c'est en constante évolution depuis 5 ans environ. Mais un des problèmes, c'est que 80% de ce 20 milliards-là d'exportation vient vraiment en Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment l'Algérie, l'Égypte, et pour la plupart du temps, c'est pour de l'armement militaire. Donc, justement, on a parlé de l'Algérie, l'Égypte pour les armes, mais la Russie exporte aussi beaucoup de blé, des céréales, encore une fois en Afrique du Nord, et voudrait peut-être diversifier ses marchés là-dessus. Un autre des secteurs que la Russie voudrait voir se développer en Afrique, c'est le commerce des hydrocarbures, que la Russie n'est pas vraiment présente dans le continent pour vendre son pétrole et son gaz naturel, mais il y a aussi la filière du nucléaire civil que la Russie tente de pousser lors de ce sommet-là.
Et côté des partenariats politiques, qu'est-ce que la Russie et l'Afrique ont à offrir? Une des premières choses que la Russie tente de faire avec ce genre de forum-là, c'est de pouvoir se positionner comme étant une alternative à l'Europe et aux États-Unis, et justement pour augmenter son aura, on va dire entre guillemets, de puissance mondiale. On propose aussi des alliances militaires, mais aussi une assistance diplomatique à l'échelle internationale. La Russie rappelle souvent qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'elle peut poser son veto s'il y a des décisions qui ne feront pas l'affaire de ses partenaires et ses alliés. Justement, on revient avec le cas de Bachar al-Assad. La Russie a mis souvent son veto pour permettre à Bachar de rester en place. Et inversement, pour la Russie, avoir des bonnes relations avec l'Afrique, c'est important au niveau de l'ONU parce que les pays africains sont nombreux et c'est presque le tiers des votes à l'Assemblée nationale. Donc, ça fait un réservoir de votes pour des dossiers plus sensibles où que chacun des votes compte. Là-dessus, la Russie espère pouvoir compter sur quand même un bon réservoir de votes favorables. Et doit-on craindre une forte présence russe dans la région à l'avenir? Ça va prendre plus qu'un sommet aux 3 ans pour renverser la vapeur qu'on a en ce moment, pour renverser la tendance. Juste pour vous donner une idée, malgré ces 20 milliards de dollars d'exportation par année, c'est 2 fois moins que qu'est-ce que la France exporte en Afrique et 10 fois moins que la Chine. Donc, on a encore le temps de voir venir avant que la Russie soit omniprésente dans la région. Et même à ça, malgré ces bonnes relations-là, diplomatiques, des fois, on a eu des exemples qui montraient que les résultats concrets n'arrivaient pas. Je vais vous donner juste un exemple avec l'Afrique du Sud. La Russie avait vraiment augmenté ses relations diplomatiques et économiques avec l'Afrique du Sud afin d'essayer de décrocher un contrat d'électrification du pays via sa filière nucléaire Rosatom. Et malgré les bonnes relations avec le pays, le Rosatom n'a pas eu le contrat. Donc, c'est un pas vers la bonne direction pour la Russie, mais c'est pas le gage de succès. C'est un sujet qu'on va suivre de très près. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup. Merci Marie-Ève, bonne semaine.